Plusieurs pays dont les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada réitèrent leurs préoccupations sur l'usage excessif de la force lors des récentes manifestations de l'opposition en RDC. À Kinshasa, justement, l'opposition annonce une autre marche pour le 21 juin prochain. Les partis SID, LGD, Envol et Ensemble pour la République ont adressé une lettre à l'hôtel de ville en donnant l'itinéraire. Et cet ultimatum de 72 heures adressé au ministre des Finances Nicolas Kazadi par l'intersyndicale des régies financières afin qu'il rapporte son arrêté fixant les modalités pratiques de calcul et de paiement de la prime des contentieux. Le journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. 15 pays, dont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Belgique, le Canada et la France, réitèrent leur volonté d'accompagner la RDC sur la voie des élections compétitives, pacifiques, inclusives, transparentes. Nous constatons les préoccupations que la mise en œuvre de l'AUDI n'a pas favorisé la perception par le public d'un contrôle indépendant et transparent, marquant ainsi une occasion importante de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes, peut-on lire dans une déclaration. Ils ont réitéré aussi leurs préoccupations concernant l'usage excessif de la force en réponse aux récentes manifestations, des restrictions imposées à la liberté de mouvement ainsi que des arrestations arbitraires. Après le sit-in devant la CENI pour exiger la transparence des élections, la marche du 20 mai réprimée, les 4 leaders de l'opposition organisent un meeting populaire ce jeudi 17 juin dans l'est de la capitale à Tchangou et une autre marche pacifique ce 21 juin 2023 pour exiger encore l'inclusivité des élections prévues à la fin de l'année 2023. Plus de détails dans ces propos recueillis par Jean-David Kilolo. Envol attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le risque d'escalade de la violence entretenue contre ses membres en violation de la Constitution et les lois de la République au mépris des libertés reconnues à chaque citoyen. Envol rappelle que cette restriction de l'espace politique est une menace à la stabilité, la paix et la sécurité nationale. Envol exige l'ouverture des enquêtes sérieuses afin d'élucider les circonstances qui ont conduit au décès de Mme Francine Nabadé Mongo. Envol exige la libération sans condition du docteur Lens Omelonga et annonce une série des activités pour obtenir cette libération. Envol réaffirme sa détermination à accompagner, sensibiliser et mobiliser le peuple congolais pour des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Envol appelle les Quinois et Quinoises à répondre massivement à l'appel des leaders de l'opposition pour le meeting du 17 juin à Ndjili-Sainte-Thérèse. Et dans son séjour au Sud Kivu, Matata Ponyo a réuni les femmes de son parti Leadership et Gouvernance pour le développement pour parler des élections de décembre 2023. Pour lui, au-delà de tout, c'est la bonne gouvernance et un leadership de qualité qui vont relever le pays de la pauvreté et du sous-développement. Après avoir été reçus au Sud Kivu, les sénateurs Matata Ponyo invitent les femmes de cette province à rejoindre massivement le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement et voter pour le changement. Matata Ponyo a lancé cet appel au cours d'un débat citoyen avec les femmes du Sud Kivu sous le thème « Les rôles à jouer par les femmes et les jeunes pour promouvoir l'électorat des femmes et voter pour des leaders utiles ». Invité dans une salle, le sénateur Matata Ponyo a brossé l'état défaillant de la gouvernance actuelle, faute d'un leadership de qualité. Il invite par ailleurs les femmes à soutenir et à adhérer massivement au sein du leadership pour le permettre d'accéder à la présidence de la RDC afin de remettre le pays sous les rails. Les candidats présidents de la République rassurent la population du Sud Kivu que malgré la guerre, il est possible de stabiliser les taux de change. Le président du LGD a répondu aux questions des participants allant de la gestion du projet de Bukangalonzo et l'état actuel de la RDC. La paix et la sécurité constituent un élément clé parce que vous ne pouvez rien faire. Le progrès économique procède des activités économiques. Vous ne pouvez pas faire des activités économiques sans la paix, sans la sécurité. Matata Ponyo est en ce jour au Sud Kivu où il sensibilise la population à voter le changement et le progrès lors des futures échéances électorales.
Et dans l'actualité, en prévision de la réunion consultative du comité interministériel de la CIRGEL, le vice-premier ministre de la Défense et le ministre d'État en charge de la coopération régionale ont échangé avec les experts de la RDC en vue de mettre en place certaines questions d'actualité qui feront l'objet des différents points à l'ordre du jour lors du 10e sommet consacré à la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et de la République du Soudan. Jean-Pierre Bemba et Antipas Mboussanyamouissi devront, de l'avis des experts, présenter la situation sécuritaire dans l'est du pays, marquée notamment par le respect du cessez-le-feu par les parties belligérantes. Ils devront également rappeler qu'à la suite du sommet de l'EAC, Rumagabo au Nord Kivu a été retenu comme site de pré-cantonnement des éléments du M23 et Kindu au Maniema et le cadre choisi pour leur cantonnement. Je l'annonçais dans le sommaire, l'intersyndicale des régies financières donne 72 heures au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, afin de rapporter son arrêté fixant les modalités pratiques de calcul et paiement de la prime des contentieux. Elle sollicite une rencontre par ailleurs avec le Premier ministre afin de trouver des solutions favorables aux problèmes d'irrégularité de paiement de rétrocession de 2020 à 2022. Le point avec Fidel Kiangi, porte-parole de l'intersyndicale des régies financières. L'intersyndicale des régies financières prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo, le président de la République, qui désordre de la confusion et du dialogue social rompu dans les régies financières avec le ministre des Finances. Vous entendez Nicolas Kazadi. Depuis 2020, les agents de la DGI et DGRAD attendent le paiement de leurs primes du contentieux minimum garanti, appelé autrement plus-value. Après la réclamation, nous avons été reçus par le ministre des Finances, qui a reconnu, qui a demandé que nous puissions nous retrouver pour réconcilier les chiffres. Malheureusement, il n'a jamais convoqué la commission quant à ça. L'intersyndicale des régies financières demande au chef de l'État de s'impliquer dans cette question parce que c'est lui le garant de la nation, parce que demain nous ne voulons pas qu'on nous donne une connotation politique quelconque. Nous ne réclamons que nos droits qui sont consignés dans les textes de loi et les textes réglementaires. Le ministre Kazadi doit savoir que même si son arrêté devrait avoir un quelconque fondement, il doit savoir que son arrêté ne doit pas rétroagir. Les agents de la DGI attendent leurs 62 milliards de plus-value réalisées en 2020, 2021, 2022, conformément à l'arrêté qu'il vient de rapporter lui-même. Et cet arrêté qu'il vient de rapporter n'a aucun fondement. Nous demandons au Premier ministre de recevoir l'intersyndicale des régies financières dans les 72 heures. Passé 72 heures, les agents se verront obligés de se rendre dans son cabinet. Et le ministre des Finances a réagi à cette question justement sur Twitter. Il évoque notamment des esprits mal intentionnés qui manipulent l'intersyndicale des régies financières. Nicolas Kazadi explique ici que la plus-value est désormais payée à travers les contrats de performance et non plus à travers un vieil arrêté qui n'avait jamais été appliqué. Il avait dit, vous vous souvenez, à Jean-Marie Kassamba lors du JMK Today. Suivez-en un extrait. Je reviens maintenant sur ce que nous donnons aux régies. Vous avez le salaire de base, auxquels parfois s'ajoutent certaines primes que tous les fonctionnaires ont, auxquels on s'ajoute maintenant les 5% spécifiques aux régies financières, plus les 40% sur les pénalités pour les dossiers contentieux qu'ils reçoivent, et auxquels s'ajoutent enfin ce que moi je me suis engagé à leur donner au titre des contrats de performance. Voilà ce qu'ils reçoivent. Prenons l'année 2021. Oui. La DGDA, la douane, qui a été surperformante. La DGDA a reçu 3 milliards. La DGI, 6 milliards 600 et la DGRAD, 4 milliards 200. En 2000, donc c'est des primes liées à l'année, à leur surperformance de 2021. 2022, la DGDA malheureusement n'a pas été surperformante. La DGI, qui a fait plus de 150% de performance, a touché 12 milliards 700. Ces primes qui viennent s'ajouter au-dessus de toutes les autres primes dont je viens de parler. Et la DGRAD, 4 milliards 200. Ça, c'est les réalités, ce sont les chiffres. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Arrêt Sandrine Moubenga, a effectué une descente dans la partie ouest de la capitale jeudi pour s'enquérir de l'avancement des travaux de construction du poste 220 kV de Kinsuka dans la commune de Ngalima.
C'est une descente dans la partie ouest de Kinshasa avec pour objectif évaluer les travaux de construction du poste de 220 kW de Kinshasa dans la commune de Ngaliema. Mandatée par le président de la République, la visite de Sandrine Galula intervient à un mois de la tenue dans la capitale de l'Assemblée générale du réseau francophone des régulateurs de l'énergie prévu du 11 au 14 juillet 2023. Ambitieux projet de 35 millions de dollars américains exécuté par la SNEL en partenariat avec Shanghai Electric, la conception du poste de Kinshasa est à 100% réalisée. Ces travaux de fourniture exécutés à 90% et l'avancement des travaux est estimé à 70%. L'électrification de Kinshasa devient du concret. La demande d'électricité de la ville de Kinshasa s'élève à peu près à 1260 MW. Cette demande de nos jours est aux alentours entre 500 et 600 MW. Donc, en ajoutant les 150 MW de Zongo 2, puisque Zongo 2 est connecté ici, vous voyez que ça va vraiment pouvoir soulager. Une réalité palpée du doigt par le directeur général de l'ARE, Dr Sandrine Galula, en compagnie de 2 cadres de la SNEL. Des explications techniques lui ont été fournies. Une fois fini, ce poste de Kinshasa fournira de l'énergie électrique à 2 millions de personnes à Kinshasa, la consommation de la ville étant d'environ 1200 MW, mais la puissance disponible est estimée à 50%, d'où les 150 MW venant de Zongo qui vont augmenter cette puissance. Après les attaques verbales des jeunes de la Convention des Congolais unis du député national Lambert Mende visant l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Daniel Asselo, l'UDPS Lodja réagit et demande à ce dernier de retirer ses mains du secteur de Lukfungu au Sankuru. Ce propos mensonger, rancunier, haineux et jaloux, et surtout divisionniste, mis dans leur bouche par leurs commanditaires, sont susceptibles de mettre de l'huile au feu à cette veille des élections que l'UDPS veut démocratique, libre, transparente et apaisée. Voilà pourquoi nous, jeunes de l'UDPS, section Lodja, à Kinshasa, sommes venus déclarer ceci en guise de droit de réponse. Nous fustigeons avec la dernière énergie le propos incendiaire confondant constamment les faits criminels à la criminologie sur domaine probable des formations scientifiques. Nous prenons l'opinion provinciale, nationale et internationale à témoin sur les effets néfastes pouvant découler de tels propos. Pour paraphraser sa sainteté le pape François, nous disons que à M. Lambert Mende de retirer sa mesure de Lukfungu. Car, et comme on l'affirme chez nous, aha et songo tche mbahi matofudu. Accusé de spoliation du bien immobilier privé de l'État, la partie de Benoît Chibangu Ilunga, propriétaire de la parcelle 6 au numéro 40 de l'avenue de la Gombe, victime du déguerpissement, a tenu une conférence de presse pour clarifier ce qu'elle qualifie de confusion distillée dans les médias par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Son avocat conseil, Ignace Mwamba, base son droit de réponse sur les régimes juridiques. Alors qu'il devait jouir de ses biens selon le jugement du Conseil d'État qui, dans son arrêt RA 0673, avait ordonné l'annulation de la décision du ministère de l'Urbanisme et Habitat, Benoît Chibangu Ilunga s'est vu déguerpir dans la brutalité de sa parcelle située au numéro 40 de l'avenue de la Gombe au motif qu'elle appartient au bien immobilier de l'État. En réaction aux propos tenus par les conseillers politiques de la ministre de Justice, l'avocat Ignace Mwamba bat en brèche l'argument du ministère en prenant pour socle des lois, notamment les articles 11 et 211 relatifs aux biens immobiliers. Je viens de vous lire la loi. Ce bien est sorti du patrimoine de l'État depuis 1988. Vous voyez que la confusion était une volonté entretenue. Le refus d'appliquer le droit était une volonté entretenue par le cabinet du ministre. Cet arrêt du Conseil d'État n'a pas été exécuté tout simplement parce que le ministre est déterminé à se rebeller contre cette décision de justice. Étant devenue une propriété privée, cette parcelle a été régulièrement cédée au fait Louis Barouti sur base d'un acte de vente légal. L'acte de vente signé entre la République démocratique du Congo et M. Barouti le 23 novembre 1988 a été notarié le même jour par le notaire de la ville de Kinshasa en mars 2021 pour enfin avoir un certificat d'enregistrement
au nom de M. Benoît Tshibangou Ilunga. Ignace Mwamba plaide pour la réinstallation de son client Benoît Tshibangou dans son immeuble de la Gombe puisqu'il en est le propriétaire. Il en appelle à l'intention du chef de l'État dans ces dossiers qui met en cause l'application du jugement du Conseil d'État au détriment d'une décision administrative. Autre affaire de spoliation au Nord Kivu, la division provinciale des affaires sociales accuse la fondation Mama Mobutu d'avoir spolié son terrain situé au quartier Mourara, office 1 à Goma. Face à cette situation, le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Hubert Tetika, a mis en garde quiconque se permettrait d'acheter ce bien appartenant à l'État congolais. Voici l'image actuelle du centre de promotion sociale Karisimbi de la division provinciale des affaires sociales du Nord Kivu. Tous les bâtiments qui s'y trouvaient ont été méchamment détruits par les membres de la fondation Marie-Antoinette de Mama Mobutu, qui prétend être propriétaire de cette concession située au quartier Mourara, office 1, avenue coopérative numéro 15, commune de Karisimbi. Pourtant un bien appartenant à l'État congolais. Pour faire le constat de cette spoliation, le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales s'est rendu sur place. Sous les explications de la chef de division provinciale des Affaires sociales, l'honorable Hubert Tetika sera surpris de la manière dont la démolition a été faite. Tout en confirmant que ce terrain appartient bel et bien à l'État congolais avec preuve à l'appui. Avec un ton ferme, il met en garde toute personne qui chercherait à acheter une parcelle dans cette concession. Je pense que vous allez constater avec moi qu'on a détruit sauvagement un patrimoine de l'État. Ce dossier a été exposé au Conseil des ministres. Le président de la République a demandé qu'aucun terrain de l'État ne soit spolié. Nous avions cherché à voir cette ordonnance qu'ils évoquent à tout moment. Le journal officiel n'a retrouvé aucune trace de cette ordonnance de 1989 évoquée par cette fameuse fondation Mobutu. Les gens qui vont prendre le risque d'essayer d'acheter une parcelle dans cette concession doivent s'en prendre à eux-mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, l'État rentrera dans ce droit. Pendant ce temps, les enfants qui pourtant étaient encadrés dans ce centre ne savent plus où rester car même leurs documents scolaires ont été déchirés lors de cette destruction méchante. Au Tanganyika, la fédération de l'UDPS dénonce ce qu'elle qualifie de récupération politique et outrage au parti. Les propos du vice-gouverneur de cette province, Ferdinand Massamba, qui s'est prétendu bienfaiteur pour payer le loyer du siège de la fédération provinciale. La Ligue des jeunes a, dans une déclaration faite jeudi à Kalemi, qualifié cette action d'une ruse de l'AFDC tendant à salir l'image du parti présidentiel. Nous, jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Fédération urbaine de Kalemi, venons par la présente adresser notre colère et indignation face au comportement malsain et honteux adressé par certains de nos combattants, à l'occurrence Hassani Alimasi Rossi, Hassani Kibundila Moïse, Sylvain Mwakoulaï, Sylvain Kamba Chioyo, le maire de la ville adjoint Kapata Muteta Karina et bien d'autres. En effet, ces derniers se sont coalisés avec Massamba Wamassamba Ferdinand et Vincent Chibombo, respectivement vice-gouverneur et président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, tous membres de l'AFDCA, de l'honorable sénateur Bahati Lukwebo, afin de neutraliser et effacer complètement l'UDPS Tshisekedi dans la province du Tanganyika, pour qu'elle ne puisse pas obtenir aux échéances électorales prévues le 20 décembre de cette année de députés tant au niveau national que provincial. Ces membres de l'AFDCA ont réussi à nous infiltrer en passant par les combattants sus-évoqués pour nous diviser et nous fragiliser afin que l'UDPS Tshisekedi disparaissent complètement et définitivement de la scène politique dans la province du Tanganyika. Seulement, ce même 1er juin, le vice-gouverneur a rencontré différents cadres des partis membres de l'Union sacrée de la nation à Kalemi. Cette rencontre normale, au départ, s'est transformée en une démonstration de force en soutien au travail qui doit commencer.
Au départ, une rencontre en toute modestie entre le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Tanganyika, Massamba Ferdinand, et les cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation pour un message à la cohésion derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La salle des fêtes Raissa Paradis n'a pas pu contenir un monde toujours grandissant, des centaines et des centaines de militants, ce jeudi 1er juin à Kalemi. Ainsi, Massamba Ferdinand et ses camarades de l'Union sacrée ont choisi de faire les pieds pour se déplacer vers Raissa Beach, qui offre plus d'espace. Dans son adresse, Massamba se dit surpris de cette mobilisation spontanée, alors qu'il s'agissait d'une rencontre plutôt normale, et passe le message de la paix et de la cohésion. Inapika huku inapika kule, siye tuko na msimamo na baba yetu ni huyu ni moya, anaitwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fédéraux des partis politiques de l'Union sacrée, le coordonnateur intérimaire de l'Union sacrée ou encore le fédéral de l'UDPS, tous ont unanimement affirmé soutenir Massamba Ferdinand pour que la vision du chef de l'État s'assoie confortablement au Tanganyika. Nous nous trouvons honorés par votre invitation qui a permis que tous les partis politiques de l'Union sacrée, toutes tendances confondues, ni kusema kwamba tangia tuko hapa maparti politiki yote ajafanyikaka hivi. Son Excellence Massamba wa Massamba eko na incarner vision ya chef de l'État. Avec Son Excellence Massamba, Tanganyika ita changer. UDPS ina kupromettre ita kusoutenir à 100%. On va terminer avec cette cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire de renforcement des capacités au profit des cadres et agents du Fonds de promotion culturelle lancé par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungu. Ces assises visent à les outiller pour une bonne organisation des activités culturelles et artistiques au Congo. C'est une session de formation qui permet de doter et équiper les cadres et agents du Fonds de promotion culturelle des capacités nécessaires en vue de maximiser leurs recettes afin de financer à grande échelle les activités culturelles et artistiques congolaises. La formation de ces jours donc constitue ainsi une bonne occasion de faire une prospective sur ce que nous voulons ensemble du Fonds de promotion culturelle aujourd'hui et demain. Une occasion devant nous permettre tous ensemble d'identifier d'une part les défis et besoins primordiaux et d'autre part les réponses prioritaires ainsi que la stratégie inclusive de mobilisation de la redevance ad valorem. En présence des formateurs CREDES, le directeur général du fonds explique combien cette formation permet de sensibiliser les cadres et agents à la conscience professionnelle et l'efficacité pour résoudre les problèmes récurrents auxquels ils sont confrontés dans leurs prestations quotidiennes. Pour moi, l'homme doit être au centre de tout. Alors, il faut d'abord former l'homme. Et pour le former, nous avons exigé un certain nombre de matières, notamment l'audit, la fiscalité, la parafiscalité, les matières relatives à la déontologie. Tout ça, c'est pour chercher à bâtir l'homme qui va aller vers l'opérateur économique et récupérer ce qui nous revient de par la loi pour nous permettre de répondre à l'objectif du fonds. Ils sont donc appelés à l'assiduité et à l'application car d'eux proviendront les formateurs qui vont étendre les leçons apprises dans des coordinations provinciales. Ce journal est terminé, on en vient au rappel des principaux titres. Plusieurs pays dont les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada réitèrent leurs préoccupations sur l'usage excessif de la force lors des récentes manifestations de l'opposition en RDC. À Kinshasa, l'opposition annonce une autre marche pour le 21 juin prochain. Les partis SID et LGD envolés ensemble pour la République ont adressé une lettre à l'hôtel de ville en donnant l'itinéraire. Et cet ultimatum de 72 heures adressé au ministre des Finances Nicolas Kazadi par l'intersyndicale des régies financières afin qu'il rapporte son arrêté fixant les modalités pratiques de calcul et de paiement de la prime des contentieux. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt.
l'actualité reste incontinue.